on va voir maintenant, c'est peut-être peu utile dans le contexte actuel pour vous, mais l'objectif c'est juste d'en parler, de vous dire qu'il y a ces options-là, parce que si on n'en parle pas, le plan de formation que je vous ai proposé serait incomplet. Vous me diriez, mais la propriété intellectuelle, il n'y a que les brevets, non, pas que les brevets, les contractualités. Donc, en termes de contrat, dans ce qui existe et ce qui est vraiment utile quand on est chercheur et quand on valorise l'innovation, c'est ces trois types de contrats. Les non-disclosure agreements, les memorandum of understanding et les material transfer agreements. Dans le jargon, NDA, ou les MTA. Moi j'aime bien dire. Donc ce sont les trois types de contrats. On ne va pas les voir dans le détail. Mais dites-vous que des industriels vont venir vers vous. Si votre recherche est attrayante pour eux, ils vont vous proposer ces types de contrats. Donc moi ce que je vais vous proposer, c'est qu'on se dise un peu à quoi ça sert ces contrats, qu'est-ce que je peux faire dans ces contrats et surtout ce que je ne dois pas faire dans ces contrats pour éviter les pièges des industriels. L'objectif de cette partie de la formation, c'est que ça. Donc ne vous embarrassez pas des prises de notes, juste c'est de rester dans le bon sens et de voir ces contrats simplement. On va démarrer sur un élément simple. Pourquoi on doit faire des contrats? À un moment donné, quand je suis chercheur, je sors des publications, je sors de toutes ces choses-là. Si j'ai envie de valoriser ma recherche et que je suis approché par les industriels, il faut bien que je communique. Mais on a vu en ayant traité hier après-midi et ce matin tout ce qui est lié à la propriété intellectuelle, PLA, pays et savoir-faire, que même si je dépose un brevet, je peux me retrouver dans une situation où en fonction de où je vis, en fonction de où est l'entrepreneur qui est intéressé par ma recherche, et en fonction de à quel moment je me retrouve sur le dépôt de mon brevet, c'est important de conserver certains éléments d'information. Je prends un exemple, je suis chercheur algérien, j'ai déposé un brevet lié à la mécanique. Il y a la société Renault qui vient, qui me rencontre en Algérie. J'ai breveté mon innovation, mon invention que pour l'Algérie. Renault vient et me dit voilà, votre recherche m'intéresse. Vous êtes dans la phase des 18 mois. Vous ne savez pas si vous allez faire le PST. Vous êtes en droit de vous dire je vais protéger encore. Je vais brevet, mais si demain je veux valoriser mon innovation en France et qu'une entreprise française vient me voir, je dois protéger. Mais on a bien vu que le brevet protège, mais que s'il faut respecter certaines procédures. Si l'industriel vient vous voir entre le T0 et les 18 mois, le choix du PCT, vous êtes ennuyé. Parce que vous ne savez pas encore si vous allez déposer à l'international. D'accord? Donc, pour cette raison, vous allez communiquer des informations à l'industriel. Donc, c'est la raison de faire des contrats. Communiquer des informations. Donc, c'est aussi un accord de non-usage. En faisant ça, l'industriel vous dit, moi je vous informe, vous n'utilisez pas ce que je vous dis. C'est écrit noir sur blanc. Vous faites signer par la personne habilitée par l'entreprise, qui a une délégation de signature, qui est tenue à la confidentialité, bien entendu, parce que si dans votre contrat vous ne stipulez pas la notion de confidentialité, le directeur commercial de Renault qui vient vous voir, lui va vous dire, moi je suis tenu à la confidentialité liée à mon contrat de travail. Vous, dans le contrat que vous m'avez proposé d'information, si vous ne dites pas que l'information que vous me donnez est confidentielle, qu'est-ce qui m'empêche d'en parler? Donc, identifiez clairement les éléments confidentiels. J'ai mis si possible. Mais en fait, si possible, c'est une erreur. Pas si possible. Fort de ce que vous me dites, tout ce qui est lié à la confidentialité, si vous devez signer un contrat avec un industriel, vous le mettez dans le contrat. Typiquement, l'industriel Renault, vous avez une techno de mécanique qui permet d'avoir un nouveau format de frein hydraulique pour les voitures. Quelque chose de moderne, d'innovant, de sympa. Bon. Ben, vous stipulez,
dans l'article relatif à la confidentialité, vous ne souhaitez pas, ou vous émettez le caractère confidentiel du dispositif. C'est écrit. Sans décrire le dispositif, juste que les dispositifs qui vous seront présentés sont confidentiels. Point. Pas de problème. Un autre élément qu'on dit beaucoup, prévoir la durée du contrat. Je suis industriel chez Renault, je viens vous voir, je suis directeur commercial. Votre techno, elle me plaît. Allez, on va changer, c'est plus les freins, c'est la peinture. Vous avez trouvé une molécule pour rendre encore plus dur la peinture métallisée sur les voitures. C'est votre laboratoire qui a traité, super labo de chimie, vous avez une molécule nouvelle qui permet de renforcer et qui évite d'avoir les 3 couches de peinture métallisée sur la voiture. Avec une couche de peinture, gain d'argent, gain de temps, c'est solide. Je suis directeur commercial, je viens vous voir. Vous me faites un contrat, un MTA, ou un MOU, ou un MDA. Vous ne mettez pas la durée du contrat. Vous stipulez juste que le contrat, les informations que je vous donne, moi déjà, je vais vous dire un an. Vous me limitez dans le temps. Vous me limitez à un an. C'est-à-dire qu'à un an plus un jour, je peux le divulguer moi, et je peux l'utiliser donc. Donc la durée du contrat, c'est à vous aussi, à la considérer et à bien mesurer la durée du contrat que vous voulez. Alors il ne faut pas faire des contrats à 20 ans. Il faut un juste équilibre. On sait que demain, en 20 ans, on n'aura même plus besoin de peinture métallisée sur les voitures. On sait que la peinture va être directement imprégnée dans la tôle. Oui. Alors ce genre de contrat, on le fait uniquement pour, je dirais, présenter le produit à un industriel. Par exemple. Oui. Là, c'est que pour ça. Sinon, vous voyez d'autres situations, vous pourriez demander des contrats. Vous êtes sous contrat avec votre université, tout ce que vous faites, c'est sous le sceau de la confidentialité. Pas de problème. Donc, durée d'accord et une clause résolutoire. Vous pouvez préciser dans le contrat qu'à l'issue, je ne sais pas moi, de la fin de votre contrat comme universitaire, le contrat sera caduc avec l'industriel. Vous êtes libéré de votre engagement quand vous n'êtes plus salarié de l'ordre de l'université. Ok? Donc, pour l'accord de confidentialité, prévoir la durée d'un temps, durée d'accord, clause résolutoire, et il faut prévoir, donc je le disais un peu préalablement, parfois le NDA c'est un piège au niveau de la durée. Parce que si vous mettez une durée trop longue, vous êtes chercheur à l'université, vous voyez une durée de 10 ans, parce que vous dites que tout va bien. Pour une raison X ou Y personnelle, vous décidez de quitter votre statut de fonctionnaire. Votre recherche ne vous appartient plus. Vous êtes à l'université. Et en plus, vous êtes coincé par un disclosure agreement qui dit que vous, en qualité de salarié de l'université, vous interdisez de divulguer autre chose que ce qui a été dit dans le cadre de ce contrat pendant 10 ans. C'est problème. C'est un deal. C'est un dilemme. Il faut trouver un juste équilibre pour moi en fonction de la situation. Okay. Donc, l'objet de l'accord de confidentialité, tout ce qui est communication d'informations confidentielles, identification des informations initiales, exclusion et limite de la confidentialité, vous devez stipuler ce que ça implique, c'est confidentiel, quoi, comment et où. Vous pouvez dire que ce que vous avez comme information, c'est confidentiel que pour la gérer. Vous proposez à l'entreprise un autre contrat sur son territoire pour utiliser la technologie. Vous pouvez faire des deals, tout est possible. Modalité de transmission, ça c'est des choses. PV des communications orales, naturellement. Ce que vous pouvez faire en plus de ce contrat, c'est vos comptes rendus de réunion. Vous pouvez les faire signer par votre interlocuteur. Comme ça, même si au cours de la réunion que vous avez eue, réunion technique, vous avez présenté plus de choses qui étaient inscrites dans le contrat, vous faites votre compte rendu, vous faites signer votre compte rendu, avec une phrase à la fin disant tout ce qui est écrit dans ce compte rendu est confidentiel. En date du signé. C'est confidentiel et vous le rattachez au contrat. Verrouillé. De la même façon, tout ce qui est dans votre accord de confidentialité, vous pouvez y joindre les cahiers de labo, les bordereaux de communication, l'objectif de la communication, pourquoi vous allez les communiquer après. Vous pouvez y mettre les revendications et toute la vérification que vous avez fait préalablement, tout est possible. Ces choses-là, j'y passe assez vite. Et vous voyez l'état d'esprit. Ce que je veux vous dire, c'est que demain, un industriel vient vous voir, vous avez mesuré la difficulté
écoutez quand il vient de ce qui est possible de dire ou de ne pas dire, mais faites des contrats avec eux. Ne laissez pas les industriels simplement venir rencontrer vos chercheurs dans vos labos. Sinon, ou pas. Juste pour ces contrats d'information, si par exemple il y a les sujets emblématiques sur lesquels ça travaille, il y a plusieurs industriels qui seront informés. Donc je vais signer ce contrat d'information avec tous les industriels. Moi j'ai le droit de proposer mon idée à plusieurs et voir la meilleure proposition. Après je m'engage avec un seul. Pour les autres, il y aura un délai qui doit. Faites un autre contrat. Un autre contrat pour celui que j'ai, avec seulement celui que j'ai. Voilà. Là, vous faites un contrat en fonction de l'objet. Avec cette industrielle, qu'est-ce que vous voulez céder une licence, donc vous voulez faire un autre contrat de confidentialité exclusif. Tout dépend de l'objet de votre nouveau contrat. Mon problème, c'est pas avec l'industriel avec qui je vais travailler, avec les autres qui ont été Non, mais déjà les autres, informés, Si mais qui vous sont avez pas juste une validés. présence. Si vous avez bien fait votre contrat préalable avec les autres industriels, vous avez limité dans la durée le contrat initial et vous avez verrouillé les points de confidentialité qui ne doivent pas être divulgués. Donc vous êtes tranquille. Mais après la fin du délai, par exemple, si je mets 6 mois de délai, Non, il faut faire des contrats pas sur 6 mois. il faut faire. Moi, je vous invite à faire des contrats minimum 3 à 5 ans. D'accord. Le temps que l'autre industriel. J'entends que la recherche va très vite, mais dans 6 mois, vous avez à peine le temps de. La recherche, elle ne va pas aussi vite que les industriels. On Non, est très loin à mais moi, je vous invite à faire des contrats de 3 à 5 ans. 3 à 5 ans, c'est bien. De toute façon, ça marche pas demain. 3 ans, 5 ans. 6 mois, c'est trop court. Vous perdez tout en 6 mois. Est-ce que vous avez des modèles de ce type de contrat? J'en ai pas avec moi là, mais on peut. Après, sans parler de modèle, un contrat, on va désacraliser ce que c'est qu'un contrat. Un contrat, je peux vous prendre la petite serviette qui est là sur la table de pause, là. Je dis, je sous-signais moi, plus vous, nous nous engageons à ne pas divulguer le fait que vous m'ayez dit le fromage là dont vous me parliez ou la viande du dromadaire. On signe ça, on est duré 5 ans. Ce bout de serviette, vos contrats. J'ai une durée, je désigne les parties et je désigne l'objet. C'est les 3 éléments essentiels d'un contrat signé arithmétique, il n'y a pas de problème. Quel que soit le format qu'on prend, il n'y a pas de problème. Mais après, si je suis bon juriste, ce que je peux faire, si j'ai envie d'utiliser ce que vous m'avez dit sur la viande du dromadaire, je vais vous dire, ah mais là le contrat qu'on a signé, j'étais pas dans mon état normal. 45 degrés Celsius. Je peux le faire valoir devant un tribunal. Tout se plaît. Tout est possible. Non, mais tout se plaide. Tout est possible. Quand on est bon juriste, tout est possible. Tout se plaide. Ok. Donc, les documents qui restent confidentiels après la durée contractuelle, vous pouvez demander dans votre contrat une restitution des documents. Vous pouvez même engager des sanctions pénales s'il y a une divulgation. Fixation de la sanction en cas d'infraction aux obligations. Vous pouvez écrire votre contrat. Vous reprenez les éléments qui sont inscrits dans les codes civils ou le code pénal chez vous. Voilà. Selon l'article 41, il stipule que si vous divulguez un document sans autorisation, c'est un amende de temps. Vous mettez dans votre contrat. C'est possible. Et vous pouvez même mettre le montant forfaitaire punitif. Ça fait peur. L'industriel peut-être. On est en Algérie. Moi, si vous prenez mon information, si vous la divulguez dans la période limitée du contrat, je vous informe que le droit algérien stipule que tant d'amende, tant de prison, tant de trucs. Ça fait un peu peur. C'est bien. Ça montre que le contrat est sérieux. Alors ensuite, certaines sociétés préfèrent le disclosure agreement. Donc là, on avait vu le NDA. Okay. Là, le disclosure agreement, c'est tout ce qui est présenté peut être considéré comme public. Sauf que attention aux brevets. Les brevets sont publics, oui, en fonction de la durée dans laquelle vous avez un défaut de brevet, c'est compliqué. Moi, le disclosure agreement, je ne le conseille pas. Mais parfois, en fonction de la taille de l'entreprise qui vient vous voir, en fonction de la puissance de l'entreprise, si eux vous disent non, le MDA, j'en veux pas, plutôt je préfère un disclosure, c'est plus ouvert. Ça vous permet quand même de détendre, parce que le but c'est de rester attirant pour l'industrie. Vous n'allez pas lui dire non, moi c'est ce type de contrat, et puis il va vous dire écoutez, je vais aller dans un pays voisin, il y aura peut-être le même chercheur qui me fait la même technique. Hein.
Arrêtez un peu de croire que vous êtes le meilleur chercheur du monde. Si, ça, c'est une technique, c'est une contre-technique des entreprises. Donc, c'est en revanche, comme je l'ai dit, voilà, des grosses entités, ça évite des risques parallèles. Typiquement, si vous faites de la big data et que Google, le groupe Google vient vous voir, vous n'allez pas leur proposer un deal. Eux vont vous dire, attendez, ce que j'aurais demandé, c'est ça, c'est comme ça. Ce que vous avez fait, c'est déjà un peu public. Arrêtez, les laboratoires en Algérie, s'ils sont verrouillés avec des digicodes, avec des empreintes et un test rétinien, ça, on le saurait. Peut-être vous en avez, mais eux vont vous mettre en avant ça. Ils vont vous dire, nous, chez Google, le moindre salarié qui vient, c'est le test rétinien, tous ses empreintes avant de rentrer dans son bureau. Et s'il va aller aux toilettes, d'abord il fait un test d'urine. Et on dit, il y a des entreprises qui font ça. Moi, j'en ai vu, des entreprises mettre en avant le fait, non, mais attendez, vous êtes trop petit. C'est simple. Ou même, ils vont vous dire, on est plus gros que vous, nous, on a une réputation, vous doutez bien que si demain, on vous vole votre technologie, on va avoir un procès, et ne serait-ce que d'avoir un procès dans la presse, ça pourrait nous faire du mal. Ça, c'est un argument. Sauf que rien du tout, ça leur fait pas de mal. C'est juste qu'ils ont un procès, ça les ennuie, mais qu'ils préfèrent éviter un procès. Et vous, ils vont vous vendre le fait que non, on est un grand groupe, et en plus, on a de meilleurs avocats que vous. Sauf que c'est pas vrai. La loi est la loi. Donc, le Memorandum of Understanding, autre type de contrat. Donc, lui, ça permet de fixer les grandes lignes d'un futur accord. Moi, le mou, je le vois comme étant un pré-accord. Si on ne se connaît pas bien, on commence un peu à se renifler, on a envie un peu de se dire les choses et de figer sur un papier. Donc, on précise la nature aussi de l'exploitation. On précise que c'est un objet tourné sur un projet de R&D. On fixe les conditions financières déjà, grosses conditions financières. On parle d'un délai de négociation. Je reprends mon exemple de Renault. Je suis directeur commercial. Je vais vous dire, écoutez, moi, ça m'intéresse beaucoup votre technologie, mais je n'ai pas le temps d'attendre que vous me posiez des questions, que votre recteur vous dise oui, non, on va vendre ou pas. On va se donner un délai de négociation de 3 mois. Au-delà des 3 mois, moi, je vais dans un autre pays et je vais voir un autre laboratoire. Donc ça, c'est utile. Et vous, pareil, ça vous évite de perdre du temps. Ça vous évite d'avoir des entreprises qui vous accaparent votre temps, qui vous empêchent d'être chercheur, qui vous empêchent de faire de la valorisation avec des autres entreprises. Et vous pouvez surtout y fixer donc l'exclusivité des négociations. Vous pouvez dire, moi, voilà, je t'engage sur 3 mois à faire uniquement des négociations avec Renault. Ça attire l'industriel. Option licence, vous pouvez les mettre, donc vous pouvez préciser le prix d'option, la durée, l'exclusivité et les modalités. Après, petite parenthèse, un mou, ça peut être remplacé simplement par une lettre d'intention. Je suis directeur commercial de Renault, j'adresse à votre recteur un courrier disant voilà, je suis directeur de Renault, votre technologie X m'intéresse, je voudrais négocier avec la personne que vous m'aurez désignée pendant 3 mois. Je souhaiterais envisager un rachat de cette techno entre tel tarif et tel tarif. Voilà, je signe en date due et je vous envoie ça avec un accusé réception. Je demande une réponse écrite de votre part. On a 2 courriers différents. Les lettres d'intention suffisent, on n'a pas besoin d'une. Alors ensuite, le MTA, Material Transfer Agreement. Ça, c'est très rare. Donc, on va aller très vite. Ce sont des contrats autorisant l'utilisation des techniques pour la recherche et la communication d'un matériel souvent biologique. Typiquement, c'est quand on transmet des tubes à essai pour la chimie, ou des molécules. On transfère en produits. Pour les produits, c'est du MTA. De même, votre laboratoire dispose d'un canon à ion, je ne sais trop quoi. Vous voulez le prêter à l'industriel avec le chercheur. Vous faites un MTA. C'est pas du NDA, c'est pas du disclosure agreement, c'est ça. Okay. C'est les différents types de contrats. Ce que je vous dis là, j'insiste, c'est pas pour vous faire une leçon de droit. C'est pour vous dire, vous voyez la multitude des contrats possibles. Vous êtes face à des industriels qui vont venir vous faire les violents, vous dire que votre technologie est magnifique et ils vont vous proposer des contrats. Donc j'en reviens à ce que vous me demandez, madame. Est-ce que c'est utile que je vous donne un modèle de contrat? Non, en fait. Parce qu'en fonction, c'est spécifique.
MTA, demain, dans ce MTA, on vous demande d'y mettre en plus un salarié, c'est la nage, parce que. Mais sachez juste que vous pouvez transférer votre matériel Biologique. sous un format, sous ce format de MTA. Excusez-moi, à la fin du contrat entier, est-ce que si la société désire acheter le même équipement qu'il a au niveau de la route, pour une durée bien précise, et appliquer après la technique, ils auront appris, c'est du savoir-faire qu'ils ont appris, ils peuvent reproduire sans aucun. Mais là, après, ils n'auront plus besoin du laboratoire de recherche. Vous savez, il faut se protéger avec ce monsieur. Exactement. Et la possibilité, c'est que alors, en revanche, une particularité, c'est que j'allais venir Clause de non-usage commercial. On est toujours dans la recherche. Si dans l'exemple que vous venez de me donner, on fait ça dans un laboratoire avec un industriel, l'industriel le prend à des fins commerciales, vous pouvez dire on a signé un métier. Le métier, c'est sans fin commerciale. Vous pouvez pas. Action en justice. Okay. Je pars sur ce site parce que sur le site nih.gov, vous avez des exemples de métiers, des exemples de choses qui ont déjà été faites. Vous pouvez aller le consulter. C'est un site qui est tout en anglais, qui est très austère. Moi, je suis d'accord, il y a sur le site. Voilà. Donc, toujours sur le MTA, finalité de la remise du matériel biologique, identifier le matériel, identifier le signataire, gérer la circulation du matériel, gérer la fin du contrat, et attention aux publications qui prévoient des dossiers. Tout ça pour vous dire, vous voyez, c'est le bon sens. Dans votre contrat, vous avez désigné ce que vous transférez. Combien de temps, le où, le avec qui, et vous vous dites que votre transfert de matériel, si ça implique demain une publication, il faut y penser. Donc vous voyez, tout ça c'est que du bon sens. C'est que du bon sens, mais ça existe. Et par contre, vous avez des juristes qui vont vous faire le jeu de marionnettes, qui vont dire voilà, c'est compliqué, en droit c'est simple, c'est le bon sens. Ok. Donc voilà sur les contrats. Maintenant, on va un peu parler des stratégies. Alors, sur les stratégies, moi j'ai envie de vous proposer ces éléments-là. C'est une réflexion, c'est rien d'obligatoire. Pareil, c'est pour vous donner des automatismes et vous mettre un peu dans l'ambiance de la pratique. Une DI, c'est une déclaration d'invention. Ça, vous connaissez. Je suis chercheur, je fais une déclaration d'invention comme dans l'université. Déclaration d'invention. L'invention. L'invention aussi. Je déclare à mon employeur, j'ai fait une invention, on fait un formulaire, déclaration d'invention, on atteste que vous êtes le chercheur, vous êtes salarié de l'université, vous déclarez. C'est à vous. Et ce n'est pas à votre voisin sur la paillasse. D'accord? J'identifie la nature de l'invention. Ce que c'est, pourquoi, comment. Ça, c'est évident. J'évalue le potentiel de l'invention dans une perspective de transfert. Votre invention, si vous pouvez le mettre dans la position de je fais de la valorisation de l'innovation. Soit vous faites de l'invention que pour le prestige scientifique, soit vous faites de l'invention aussi pour une approche de transfert non commercial. Donc moi je vous invite à évaluer votre invention vous-même sur les critères, la maturité du projet, le potentiel du marché, excusez-moi, pour le programme de la maturation et la qualité de votre propriété intellectuelle. Ce matin, on a beaucoup parlé de la qualité de l'API. Les revendications, de déposition de brevet, dans le timing, sur un projet qui tient la route, avec une étude de marché préalable. On sait où on va, on sait que ça peut se commercialiser. Et moi, ce que je vous invite à faire aussi, c'est de vous mettre en équipe projet. Il vous faut un juriste. Il vous faut un ingénieur spécialisé dans les dépôts de brevet. Parce que votre juriste, il est juriste, il est formé en droit commun. Il ne sait pas précisément comment déposer un brevet. Et il ne comprend rien à la technique. Vous êtes sur l'agroalimentaire, vous êtes sur la physique. Je suis juriste, vous allez me parler d'une plante qui fait ça, vous allez me parler d'une molécule de chimie physique qui fait ça. Je vais vous donner les grandes lignes. Il faut des ingénieurs spécialisés sur le secteur d'activité dans lequel vous êtes. Je reviens à ce que je disais à la pause déjeuner, à la pause de petit-déj là. Faites une expérience sur un projet. C'est pas la peine de lancer 10 projets, parce que ces 10 projets, ça va nécessiter 10 types d'ingénieurs brevets, 10 types de contrats différents.
Ne serait-ce qu'à ce stade-là de la formation, vous avez vu, on n'est qu'à l'étape 1 encore. Première partie de notre échange là sur ces beaux jours. Ok. Donc voilà, responsable de projet, un expert, un ingénieur brevet, une personne qui fait du business et une autre personne qui est spécialisée, un juriste spécialisé en pays. N'oubliez pas, les juristes, ce sont des gens qui vous font croire qu'ils sont spécialisés en droit. Moi, je suis spécialisé en défense, sécurité, intelligence économique. Je ne suis pas spécialisé en droit du mariage. Pourtant, je l'ai étudié à la fac. Oui, je pourrais vous faire un contrat de mariage. Mais il y a des juristes plus spécialisés en contrat de mariage. C'est évident, c'est le bon sens. Sur l'innovation, vous ne pouvez pas prendre un juriste spécialisé en droit des contrats. Vous devez prendre un juriste spécialisé en propriété intellectuelle. Et un ingénieur brevet, il a quel... Un ingénieur brevet, c'est une personne qui a un profil scientifique et qui a rajouté à sa compétence initiale une formation juridique pour être spécialisé sur la propriété intellectuelle. C'est des formations qui sont certifiées par des instances internationales. Donc là, je reviens un peu sur le brevet, parce que c'est ce qui nous concerne. On est bien d'accord que le brevet, vous vous rappelez, ça protège une invention technique. Donc on ne revient pas là-dessus. Qu'est-ce qu'un brevet? On en a parlé, vous le savez. Pour nous, à la SAT, ce brevet, ça a vraiment une valeur. C'est un outil juridique avec une fonction économique qui s'inscrit dans la perspective du transfert. Je l'ai déjà dit depuis hier, sans brevet, donc sans pays, vous ne faites rien, vous ne transférez rien. Je reprends ma chaîne, mes 3 étapes. Je protège, je développe, je commercialise. Si je n'ai pas de propriété intellectuelle, si je n'ai pas de brevet, je vais développer une technologie, même si demain, votre université vous donne de l'argent pour développer encore mieux votre laboratoire, votre recherche. Si vous ne protégez pas, on pourra y mettre des millions dans votre laboratoire. Demain, vous avez un industriel qui vient, vous vole tout. Demain, vous faites une divulgation sur un événement, une manifestation scientifique. Vous avez un chercheur qui vole tout. Vous avez la double peine. Ok? Pourquoi déposer un brevet? Je l'ai remis là, mais on est d'accord. Pourquoi? Le brevet, ça protège mon invention. Sur 20 ans, j'ai un monopole, j'ai le droit d'interdire. Ça m'assure, à moi, d'être le seul à pouvoir avoir ce pouvoir-là. Et ça me permet d'interdire toute utilisation, fabrication ou importation par des tiers. Hein? Là, je refais un petit croisement, parce que les brevets, c'est ce qui nous intéresse. On est bien d'accord que le droit du brevet, ça appartient à son inventeur ou ses ayants droit. Votre chercheur, allez déposer un brevet qu'à votre nom. Demain, vous décédez, ça va à vos enfants. C'est un droit. Ok. Alors, on va arriver maintenant. Donc, pour être notable, ça je le redis. Nouveauté, activité inventive, application industrielle. Une invention d'un secteur confidentiel avec dépôt de la date de brevet. Ça, c'est un rappel que je fais. Hein? On l'a traité ce matin. C'est clair pour tout le monde, il n'y a pas de souci. Alors, contre la demande arrive dans votre niveau. Pardon, j'ai pas entendu. Contre la demande arrive dans votre niveau. Voilà ça. Oui. Elle est à quel niveau? En gros, Alors, les éléments. Nous, c'est très simple. On va aller chercher l'invention. Et ça, on va vous en parler cet après-midi. Quelle est notre méthode? Mais pour vous répondre très rapidement, c'est nous qui allons chercher l'invention. On va chercher le chercheur, ou le chercheur vient nous chercher. C'est rigolo, c'est ça. On formalise la déclaration d'invention avec lui. On fait signer son employeur, l'université. On dit qu'on va se charger, on va valoriser. Et après, on constitue l'actif pays pour déposer un brevet. On fait une étude de marché. On évalue tout ça. Donc ça, c'est Anastasia qui va vous en parler. Donc ça, c'est une slide de rappel sur les critères de brevetabilité. On en a parlé, mais dans le contexte de la stratégie, c'est impératif de vous réexposer ça. C'est parce que le brevet, c'est comme ça que ça vous permet de fixer votre stratégie. Donc, la procédure française des délivrance des brevets, on en a parlé. La procédure européenne, on en a parlé avec le BCT. Je vais en reparler.
L'articulation des différents droits, on en parle. La loi du PCT, donc Patent Copyright Treaty, on en a parlé. Je vais vite là-dessus, hein, je ne vais pas rappeler. L'analyse de la DI, la décision du CPI, ça c'est ce que je viens de vous dire, c'est ce qu'on va aborder plutôt cet après-midi, plus en détail. C'est que nous avons des process de sélection où nous arrêtons notre stratégie. On a un premier comité qui se réunit avec nos équipes projets pour que l'on valide la voie de valorisation qu'on a envisagée. Est-ce que l'invention qu'on a détectée dans un laboratoire est suffisamment avec un marché, avec un potentiel de commercialisation? Est-ce que cela vaut la peine que nous, on mette 5 000 € sur la table pour déposer le brevet? C'est la stratégie. Et je rappelle donc les différentes étapes. La rédaction de la demande de brevet, pareil, c'est nous qui nous en chargeons notre ligne. La SAT. Est-ce que vous, demain, l'université en Algérie, vous allez vous appuyer sur une entité comme la nôtre? Ou est-ce que demain, l'université va internaliser? Ou est-ce que l'université va externaliser? Je ne sais pas. Nous, en l'état, la rédaction de la demande de brevet est initiée soit en interne, soit après notre CPI. CPI, c'est Comité de propriété intellectuelle. On appelle ça, équipe projet. Donc, le responsable de la techno, un ingénieur brevet, un juriste, un expert scientifique et en représentant notre actionnaire propriétaire de l'invention. Un représentant de chaque département. Presque. Ouais. En gros, c'est ça, parce qu'effectivement, on est sur chaque département, on a nos juristes. Alors, sur le département juridique, la plupart du temps, on essaie d'en avoir deux, un juriste, un ingénieur brevet, des fois, mais c'est plus utile un ingénieur brevet. Après, on a effectivement un chargé de marketing opérationnel, un chargé du transfert. Exactement. Okay. Donc, je ne reviens pas là-dessus. Ça, c'est des slides. C'est des si, effectivement, on avait beaucoup de questions sur le PCT ce matin, mais j'ai senti pour vous c'était clair. Hein, donc, je ne reviens pas là-dessus. C'est juste qu'on a précisé là, voilà, dans les durées, la SAT fait à telle étape, telle étape, telle étape. Vous, comme vous êtes dans un stade de réflexion sur votre stratégie, je passe. Je ne vais pas vous dire qu'il faut faire ça. Nous, c'est en France, nos universités ont délégué et ils nous ont donné le pouvoir de valoriser leur technologie. Et donc, nous, dans les différentes étapes, c'est ce qu'on fait. À 18 mois, à 12 ans. Si vous l'avez fait, c'est à vous de payer. Oui, on cherche. C'est à nous à les payer. Dans le modèle de la SAT Sud-Est, c'est la SAT qui paye le coût du dépôt du brevet. Et le renouvellement. Et le PCT. Et tout ce qui va avec. Tout notre important budget. 78 millions sur 10 ans. Donc là, après, pareil, on parle des phases nationales. Nous, on peut recommander aussi, dans notre stratégie, on recommande de ne pas aller aux phases nationales, éventuellement, où on sectorise les pays qui sont intéressants. On a fait une étude de marché préalable. On a une techno intéressante, on sait qu'au Japon, ça ne nous intéresse pas de la protéger. On ne va pas payer 70 000 cas pour les protéger au Japon, si ça sert à rien. Donc, après, pareil, stratégie sur les logiciels. Ça, c'est notre méthode en termes d'analyse. Je ne pense pas que ce soit vraiment utile d'en parler aujourd'hui. Sauf si vous avez des questions, mais vous avez des coordonnées, je pourrais vous répondre par mail. Mais bon, voilà, nous, c'est notre méthode. C'est ce que l'on fait en termes d'audit, en termes d'analyse, d'invention, de comptabilité. Mais voilà, je ne vais pas plus insister là-dessus. En termes d'audit, de titularité, de traçabilité des auteurs, des cartouches de copyright, c'est propre au logiciel, c'est notre méthode à nous. Demain, si après moi vous avez un cabinet d'experts en propriété intellectuelle qui viennent nous rencontrer, ils pourront vous proposer une autre méthode. Tout est possible. Voilà ce que je voulais aborder avec vous. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Dites-moi. Il y a un point que je vais après continuer à vous développer sur votre statut de chercheur. Il y avait des questions là-dessus, donc je vais reprendre ça. Est-ce que vous avez des questions? Dites-moi comment je retrouve. On est bon? Est-ce que sur les contrats, il y a des choses que vous aimeriez voir plus en détail? Dites-moi.
qualité de chercheur qui peut être utile. Concernant la propriété intellectuelle, et pour conclure là-dessus, et on aura tout vu sur la propriété intellectuelle. Ça, c'est à mon sens, au regard de ce que vous m'avez dit et témoigné entre hier et aujourd'hui, un élément essentiel. Vous avez posé beaucoup de questions, je vous avais promis qu'on en parlerait. Cette slide est là supplémentaire. Donc la propriété intellectuelle, on est bien d'accord que le principe de base, c'est que ça, un, c'est le droit d'interdire, et deux, c'est le droit au titre appartient à l'inventeur. D'accord? On a vu que l'inventeur apparaît systématiquement sur les dépôts de brevets. L'entreprise Decathlon, l'exemple que je vous ai pris, elle est obligée de faire apparaître le nom des inventeurs sur son masque de plongée. D'accord? Mais on peut avoir des exceptions pour le cas de salariés. Quelle est l'obligation, quelles sont les obligations générales de l'inventeur, salarié ou agent public? Vous avez un statut. Vous êtes, je pense, agent public rattaché à l'université avec un statut de fonctionnaire. Donc, vous avez une obligation. Vous devez adresser immédiatement une déclaration d'invention à votre employeur. Vous devez garder la confidentialité. Et vous devez proposer une classification de l'invention. Soit c'est une invention de mission, soit c'est une invention hors mission attribuable, ou soit c'est une invention hors mission non attribuable. Trois catégories qui sont très importantes. Vous allez comprendre de suite. Invention de mission. Vous êtes chercheur dans le laboratoire X de l'université Y. Votre mission est inscrite dans votre contrat. On vous dit, faites de la recherche dans notre laboratoire. C'est ça, vous avez un contrat, vous disant, vous êtes chercheur. Voilà. Avec un contrat comme ça, l'invention appartient à l'employeur. Mais l'inventeur a le droit de mentionner sur la demande de brevet son nom. Et il y a un intéressement pour l'inventeur. Si demain, l'université fait de l'argent avec son brevet, vous êtes stipulé comme inventeur, vous pouvez être intéressé par de l'argent. Rappelez-vous l'exemple qu'on a cité hier avec Anastasia. L'inventeur, une techno, en 3 millions, jackpot. Ce qu'il a fait cet inventeur, c'est qu'il a demandé l'intéressement. Il a bien fait la démarche de demander immédiatement une déclaration d'invention à son employeur. Il a fait une DI, déclaration d'invention. Si vous inventez des choses sur votre paillasse, dans votre laboratoire, et que vous dites à votre recteur, j'ai une super invention, ça ne vaut rien. Il faut que vous formalisiez la déclaration d'invention. Parce que sinon, c'est pas vous, c'est à votre employeur. Parce que le seul contrat que vous avez, alors je dis ça, tranquillité, c'est connu, c'est pas nouveau. Vous avez un contrat, votre contrat a une force supérieure à votre brevet, vous avez une mission qui est faire de la recherche dans le segment dans lequel vous êtes sur la thématique avec une lettre de mission claire. Ok. Dans le cadre de votre invention de mission, ça peut être aussi une mission ponctuelle que votre employeur vous a donnée. Le recteur vous dit, vous allez aider dans tel laboratoire, on vous fait un avenant à votre contrat. Ça reste toujours une invention de mission. Ok. Alors après, vous avez d'autres configurations. Et là, c'est rock'n'roll. Vous avez donc une invention hors mission attribuable. Vous êtes dans un laboratoire de chimie. Votre contrat, il dit que vous êtes chimiste et vous devez faire des technos de chimie. Sauf qu'au final, par vos recherches, vous avez découvert, parce que vous avez une compétence complémentaire, vous avez découvert un algorithme. Vous croisez avec une chimie, vous faites un truc fantastique. C'est pas une mission, c'est pas dans votre mission inventive. Mais l'invention est dans le domaine de
donc de notre université, où le salarié a utilisé les moyens de l'entreprise. Vous êtes dans votre laboratoire. Votre mission, c'est de faire de la physique. Au final, vous faites des maths. Et vous vous êtes appuyé sur l'ordinateur qui était mis à disposition dans votre laboratoire, prévu dans votre contrat. L'invention vous appartient. Mais l'employeur peut se faire attribuer l'invention. Et là, c'est l'employeur qui a le choix. Soit il vous cède le droit contre un juste prix. Il va vous dire, je suis patron de l'université, moi je dis, ok, vous avez trouvé une autre technique, c'était dans votre mission, très bien. Moi ça m'intéresse parce que je représente l'université. Je vous prends cette invention, j'en demande la revendication à un juste prix. Vous fixez le juste prix. Alors là, ça dépend si vous voulez rester en bon terme. La plupart du temps, il faut trouver un juste prix. La plupart du temps, le juste prix, c'est 1 euro dans les universités. Parce que le recteur va vous dire, si vous n'étiez pas dans ce laboratoire, vous aurez rien de plus. Ensuite, donc, vous avez une invention hors mission non attribuable. Dans votre contrat, il n'y avait pas de mission identique. Et l'invention n'est pas dans le domaine de l'entreprise. Et le salarié n'a pas utilisé les moyens de l'entreprise. C'est chez vous. Vous êtes un laboratoire. Ça n'a rien à voir avec ce que vous faites dans votre vie professionnelle. Mais vous avez une invention. L'invention appartient à l'inventeur. Mais avec votre statut, la déclaration d'invention auprès de votre employeur reste obligatoire. Sinon, votre employeur peut vous faire une action en justice en vous disant on va s'assurer que votre invention qui n'a pas été faite dans votre labo, dans vos horaires de travail et chez vous, et nanana, vous allez bien me prouver que c'est le cas. Parce que moi, je vais vous prouver le contraire. Je vais vous prouver que vous avez envoyé un mail à votre boîte mail personnelle depuis votre mail professionnel, et rien que ça, vous avez utilisé mon ordinateur que je vous ai mis à disposition. Voilà. Donc ça, ce sont des choses importantes à savoir. Donc on en a parlé hier. Donc ça, ce sont des... C'est les 3 configurations possibles. Pour la dernière, c'est des inventions qu'on fait dans son garage. Par exemple, en gros, c'est ça. On reprend l'exemple un peu marrant de celui qui a déposé un brevet anti-morsure. Il fait ça dans son garage, il fait ça dans un laboratoire, dans une université ou dans une entreprise, dans un service de RD. Donc voilà, je voulais vous présenter ça parce qu'en termes de titularité et des droits, c'est important à savoir. Oui, c'est très clair. Pratiquement, c'est pas. Ils sont Beaucoup de chercheurs aussi qui se posent des questions. Oui. Parce que, c'est quelque chose comme est-ce qu'il n'a pas été à l'université, il n'a pas été. Ça, vous savez maintenant. Ça, c'est le résumé, c'est ultra clair. Ça, c'est le résumé, c'est essentiel. C'est-à-dire. Donc, après, j'avais une question moi, à vous poser. Les déclarations d'invention, vous les faites ou pas alors? Il faut les faire. Dans tous les cas, il faut les faire. Mais est-ce que vous le faites actuellement? Non. Je pense que personne n'a pensé à ça. C'est pour ça qu'on n'a pas cette culture, on n'a pas Donc, ça. ce que je veux dire par là, si vous ne faites pas de déclaration d'invention, tout le travail que vous faites appartient à l'université. Vous êtes salarié de l'université, fonctionnaire. Oui, des fonctionnaires. Vous faites ça à l'insu de votre Mais- employeur. Voilà. Mais vous n'êtes pas spolié. Vous n'êtes pas spolié du tout, puisque vous êtes dans la première catégorie. Donc, l'invention appartient à votre employeur, mais vous avez le droit d'être mentionné sur le brevet. Et donc d'apparaître, d'avoir le prestige. Et d'avoir un intéressement. Aussi. Vous ne faites pas de déclaration d'invention, pas d'intéressement, pas de mention dans votre nom. Et dans le cas où vous faites une intention plutôt intention d'invention. Déclaration. Déclaration d'intention. Et votre employeur ne prend pas les dispositions nécessaires pour valider vos études. Ben, ça dépend. Vous allez être lésé, donc. Ben non, parce que vous n'êtes pas lésé. Vous êtes rémunéré. Vous ne travaillez pas gratuitement. Non, c'est-à-dire si votre employeur ne donne pas
suite alors? Votre employeur pourra vous dire qu'il ne souhaite pas, d'un point de vue stratégique, déposer le brevet. Voilà, qu'est-ce que vous devez faire? Vous pouvez déposer un brevet tout seul. Vous avez la lettre. Mais il faut quand même demander l'autorisation à votre employeur. Après, en droit algérien, je ne suis pas expert. Et je ne vous invite pas à déposer le brevet sans l'autorisation de votre université. C'est pour ça que je me pose la question, est-ce que tout ça c'est de la international ou bien c'est spécifique? Parce que Là, pour nous, c'est le droit français. voilà, parce que sinon, on doit se rapprocher de Mais factuellement, l'AP ou bien de déposer un brevet, vous ne dites pas à l'université peut vous virer. Faute grave. Et en même temps, nous, dans la culture généralement, directement la publication, on ne pense pas à. C'est ça. On en revient à ce qu'on se disait. Mardi matin, moi, je vous ai dit, je viens modestement vous témoigner du modèle français actuel. Youssou vous a fait part après d'un élément qu'il a fait sur le doctorant. Mais il y a une question qui est globale sur les projets satellites, c'est qu'il y a eu effectivement un état de l'art qui a été fait au Maroc, en Tunisie, en Algérie. Mais moi je ne sais pas, et on n'a pas dans le cadre de ce programme de volonté de dire vous devez faire de la valorisation de l'innovation. C'est le cœur du programme satellite, c'est de dire les pays européens, arc sud-Méditerranée, arc nord-Méditerranée, viennent témoigner de leur expérience de valorisation de l'innovation. Ça ne veut pas dire faites de la valorisation de l'innovation. Y a-t-il de grandes C'était l'échange d'expérience. C'est ça. Entre les deux. Tout simplement. Y a-t-il de grandes différences entre les pays justement du Nord dans ce domaine? Les approches. Alors moi je vous dirais, en Tunisie, eux sont à l'aise sur les déclarations d'invention, ils font des brevets, ils déposent beaucoup de brevets. Au Maroc, un peu moins, mais ils sont désireux d'envisager l'innovation comme une force de la recherche publique. Voilà. Et sur la rive nord? Sur la rive nord, les Italiens mélangent un peu tout. Les Espagnols, c'est partout. Ils sont un peu comme nous. Les incubateurs après un TAL niveau 7, une entité interne à l'université qui fait de la valorisation et des équipes juridiques. Et puis nous, on a cet entre-deux. Mais si vous voulez, clairement, les trois pays, Italie, Espagne et France, ont comme stratégie la valorisation de l'innovation. C'est une stratégie. On ne peut pas envisager à l'université de faire que de la publication, parce que la publication n'apporte que le prestige. Voilà. S'il vous plaît, j'ai une question. Concernant par exemple la troisième catégorie, invention hors mission non attribuée. Alors imaginez que je suis enseignant à l'université, puis je développe un mécanisme pour fermer une fenêtre, un nouveau mécanisme de fermeture. À ce moment-là, je dois quand même le déclarer à mon entreprise. Même si je l'ai fait à la maison, Parce que vous êtes inventeur, vous êtes chercheur. Je vous invite à le faire. Ce n'est pas une obligation. En droit français, ce n'est pas non plus une obligation. En droit algérien, je ne suis pas expert. Je vous invite à le faire. Et avec un peu de chance, votre employeur va vous payer les brevets. Même si c'est pas dans son domaine de recherche, il fait l'informatique, Si ce que vous inventez, c'est très inventif, très nouveau et très bankable, peut-être l'université va trouver un intérêt, elle va juste se dire, bon, c'est pas un bon physicien, mais au final c'est un bon mécanicien. Voilà, on va vous changer d'abord. Voilà. Merci. Donc écoutez, il est midi. Moi je pense qu'on a bien débroussaillé le sujet de la propriété intellectuelle. Je vous ai mis les alertes, je pense qu'il faut que vous ayez des alertes. S'il y a une chose à retenir, et une seule et unique chose, c'est protéger et publier après. Parce que même le temps que l'université fixe sa stratégie globale, vous allez être confronté à être pillé en fait. On a eu des exemples hier, il y a quelques, je ne sais plus qui, là, dans le groupe, disait, ben moi, un chercheur à cité, peut-être à Lyon, c'est
ça. Oui, Vous avez vécu l'expérience. oui. C'est pas une expérience sympathique à vivre. Donc la protection, vous connaissez les méthodes. Sur vos segments d'activité, je pense que ce ne sont que les brevets. Après les brevets, il y a des possibilités de disclosure agreement de lundi ou de nous. Voilà. Vous avez mesuré qu'il y a différentes variables en fonction que l'on soit sur la PLA, l'API ou le savoir-faire. Et vous avez bien compris que c'est tellement dense qu'il faut se faire épauler par des experts juridiques. Ça peut être en interne, si demain l'université décide d'avoir des juristes ingénieurs brevets, ou ça peut être des cabinets. Demain, si vous dites à votre recteur, voilà, il faudrait que l'on ait recours à des cabinets extérieurs, contactez, on peut vous aider à trouver des cabinets extérieurs. Cabinet peut-être hors votre pays. Vous pouvez, bien sûr, vous pouvez prendre un cabinet norvégien, un cabinet allemand, à partir du moment où vous payez. Ça rentre dans le droit international. Tout ce que vous allez demander à un cabinet d'experts, c'est rédigez-moi le brevet et accompagnez-moi. Vous prenez les cabinets américains, ça vous coûte très cher. Vous prenez les cabinets français, ça vous coûte moins cher. Voilà. Au stade où vous en êtes, je vous invite à prendre des cabinets modestes, des collaborateurs modestes que vous connaissez déjà, mais pas des grands, le Whoop, des Powell Smith. Prestigieux. Voilà, sinon ça coûte très cher. Encore une question. Alors, nous avons 3 étapes, c'est protéger, développer, commercialiser. Tout à fait. Alors, quand on protège une invention au départ, puis on la développe, ça peut aboutir à un autre produit. Oui. Et alors là, vous faites un autre brevet. Vous faites un autre brevet, sans problème. Et en fonction de la nature de la nouveauté que vous apportez, soit vous faites un autre brevet, soit vous complétez votre brevet. En fonction de l'état d'avancement dans lequel vous êtes. Plusieurs versions. Alors, c'est pas plusieurs versions. Rappelez-vous la chronologie. La chronologie, quand on était sur le PCT, vous avez une phase où vous pouvez faire des revendications. La plupart du temps, c'est ce qui se passe. Je vais expliciter ça correctement. On est là, sur cette slide. Vous déposez votre brevet. Vous avez une priorité pendant 12 mois, il est calé. Un autre chercheur peut le déposer, mais c'est vous qui avez l'antériorité, c'est pour vous. Non, pardon, en tout cas celle-ci. Celle-ci, elle n'est pas par contre. Voilà, c'est celle-ci. Vous déposez votre brevet. Vous savez que votre organisme, Office national, va vous envoyer un rapport de recherche. Et vous, avant la publication, vous avez 18 mois. Entre le moment où vous avez donc le truc en général à 9 mois et là, 18 mois. S'il y a des évolutions scientifiques, elles arrivent. Et donc vous, c'est à ce moment-là que vous faites vos revendications. Donc vous ne faites pas un nouveau brevet, vous ne mettez pas à nouveau de l'argent. En fait, évoluez, vous complétez dans vos revendications. C'est ce que je vous invite à faire. Voilà. Allez, on fait la pause. À quelle heure vous voulez reprendre? Vous voulez reprendre un peu plus tôt pour finir plus tôt? Vous voulez reprendre? Moi, c'est vous qui me donnez le tableau. On se dit quoi? On se fait une heure de pause, on reprend.